Le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte était élu président de la République par 5,5 millions de voix, contre environ 1 900 000 à ses 4 concurrents. Ainsi, au poids de son nom, ajoutait-il celui qui était constitué par les suffrages favorables des 3/4 des citoyens français. L'Assemblée législative, élue le 13 mai 1849, accentua encore le déséquilibre entre un pouvoir exécutif très fort et une chambre élue par un nombre relativement faible d'électeurs. Il y avait eu environ 30% d'abstention. Divisé entre républicains, qui ne possédaient au total qu'une faible majorité, et monarchistes, les uns et les autres, subdivisés en socialistes, radicaux, républicains modérés, bonapartistes, orléanistes, légitimistes. Thiers commença à se rendre compte qu'il s'était trompé lorsqu'il avait dit de Louis-Napoléon que c'était un crétin que l'on mènera. Il lui avait accordé le soutien du Parti de l'Ordre, qui groupait des républicains modérés, des bonapartistes, des orléanistes et des légitimistes. En effet, dès la fin d'octobre 1849, Louis-Napoléon Bonaparte commença à renvoyer les ministres qu'il avait choisis en mai, et mit à leur place des hommes pris en dehors de l'Assemblée. Il rompait ainsi avec le régime parlementaire que la Constitution rendait possible. Désormais, le conflit fut permanent entre le prince-président et l'Assemblée. Il s'accentua en 1850, au fur et à mesure que grandissait le parti bonapartiste. Dans ses tournées en province, le prince-président était accueilli au cri de « Vive Napoléon » et même « Vive l'empereur ». Les socialistes, pourchassés par le gouvernement, s'affaiblissaient, tandis que les modérés étaient déchirés par les luttes entre républicains, légitimistes et orléanistes. Ces derniers préparaient ouvertement une restauration. À l'exemple de son oncle, Louis-Napoléon envisageait son accession à l'Empire en 2 étapes. La première consistait à se maintenir au pouvoir, malgré l'article 45 de la Constitution, qui déclarait que le président, élu pour 4 ans, n'était pas immédiatement rééligible. Ainsi, Napoléon Bonaparte avait-il transformé en 1802 le consulat décennal en consulat à vie. Ensuite, il serait question de transformer la présidence de la République en dignité impériale. Il fallait donc agir vite, car l'article 46 de la Constitution fixait l'élection présidentielle au 2e dimanche du mois de mai, donc de mai 1852. Dès le mois de mai 1851, Louis-Napoléon provoqua la création, à Paris, d'un comité central de révision de la Constitution qui réclama la modification de l'article 45. Le comité organisa une campagne de pétition dans ce but. L'Assemblée compta officiellement plus d'1 400 000 signatures. Les légitimistes et les orléanistes signèrent aussi. Ils espéraient que la révision entraînerait la restauration de la monarchie, soit au profit du comte de Chambord, petit-fils de Charles X, soit au profit du comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe. La révision fut discutée à l'Assemblée législative en juillet 1851. Elle fut votée par 446 voix contre 278, c'est-à-dire les 2/3, mais l'article 111 de la Constitution exigeait les 3/4 des voix. Il ne pouvait donc y avoir de révision. Force était pour Louis-Napoléon Bonaparte de recourir au coup d'État. Il le prépara dans le plus grand secret, en plaçant au poste clé des amis sûrs. Le général Magnan, qui l'avait déjà aidé dans sa tentative de 1840, fut nommé commandant des troupes de Paris. Le général Saint-Arnaud devint ministre de la guerre. Le préfet de la Haute-Garonne, Maupas, qui s'était signalé par ses tendances autoritaires, promu préfet de police de Paris. Louis-Napoléon Bonaparte fixa lui-même le coup d'État au 2 décembre, jour anniversaire du sacre de Napoléon Ier en 1804 et de la victoire d'Austerlitz en 1805. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, pendant qu'une grande réception avait lieu à l'Élysée, 16 députés de l'opposition et près de 80 personnes, chefs républicains et monarchistes, civils et militaires, étaient arrêtés à leur domicile. En même temps, les troupes occupaient les points stratégiques de Paris et 2 proclamations étaient affichées. La plus importante, l'appel au peuple, expliquait que l'Assemblée était devenue un foyer de complot, en conséquence de quoi elle était dissoute, en violation de la Constitution. Le président déclarait rendre le peuple entier juge, entre elle et lui. Il déclarait, comme le premier consul, qu'il avait l'intention de fermer l'ère des révolutions et esquissait les principaux traits de la Constitution qu'il avait l'intention de proposer au peuple. Un pouvoir exécutif aux mains d'un chef responsable nommé pour 10 ans et des ministres dépendant de ce seul chef.
un conseil d'État formé par les hommes les plus distingués, un corps législatif élu au suffrage universel mais au scrutin uninominal, et une seconde assemblée au pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Louis-Napoléon Bonaparte avouait qu'il s'agissait de restaurer, après l'avoir modernisé, le système créé par le premier consul. Il terminait ainsi : « Si vous croyez que la cause dont mon nom est le symbole, c'est-à-dire la France régénérée par la Révolution de 89 et organisée par l'empereur, est toujours la vôtre, proclamez-le en consacrant les pouvoirs que je vous demande. Alors la France et l'Europe seront préservées de l'anarchie, car tous respecteront, dans l'arrêt du peuple, le décret de la Providence. » L'autre proclamation était un appel aux soldats. « Vous êtes l'élite de la nation », disait le président. Il y eut, il est vrai, quelques tentatives de résistance à Paris, notamment le 4 décembre, fusillade sur les grands boulevards, 400 tués, 5 ou 600 blessés, et en province surtout, dans le centre et le midi. Mais cette résistance, vite brisée, n'empêcha pas Louis-Napoléon de faire ratifier par plébiscite son coup d'État. Ce référendum eut lieu le 21 et 22 décembre sur la question suivante. Le peuple français veut le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution sur les bases proposées dans la proclamation. Le vote eut lieu au scrutin secret. Il y eut plus de 7 millions de oui et quelques 600 000 non. Ainsi, il eut beaucoup plus de oui que de suffrages favorables à Louis-Napoléon lors de son élection. Il était donc certain qu'une immense majorité de citoyens approuvait Louis-Napoléon Bonaparte. Muni de l'approbation d'une masse énorme de Français, Louis-Napoléon confia à une commission le soin de rédiger la Constitution nouvelle. La commission siégea en secret à l'Élysée, sans tenir de procès-verbal. Mais, quand le 11 janvier 1852, le prince-président lui demanda son projet, elle ne put rien lui présenter. Elle travailla alors en hâte, et dit-on en moins de 24 heures. Le juriste, trop plomb, rédigea un texte qui fut signé par le président le 14 janvier et publié le 15. Cette constitution a donc été rédigée plus rapidement que toutes celles qui l'ont précédée. Elle n'est, d'ailleurs, qu'une imitation de la constitution de l'an 8, tribunat en moins. Le pouvoir exécutif est confié à un président élu pour 10 ans. Il commande les armées, déclare les guerres, signe les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, a le droit de grâce, possède l'initiative des lois et participe donc ainsi au pouvoir législatif, les promulgue et a le droit de déclarer l'état de siège. Le corps législatif est formé de députés élus pour 6 ans au scrutin uninominal à raison d'un député pour 35 000 électeurs. Le gouvernement détermine les circonscriptions électorales. Le corps législatif ne possède pas le droit d'initiative. Tout projet de loi, y compris le budget, doit avoir été examiné par le Conseil d'État avant d'être soumis au corps législatif. Le corps législatif peut proposer des amendements au projet de loi, mais dans ce cas, l'amendement doit être accepté par une commission élue par le corps législatif, puis renvoyé au Conseil d'État, qui décide si l'amendement peut ou non être discuté par les députés. Ceux-ci ne possèdent pas le droit d'interpellation. Ils ne peuvent voter un ordre du jour motivé ou une adresse en réponse à un message du président de la République. La session du corps législatif n'est, d'ailleurs, que de 3 mois au maximum chaque année. C'est le gouvernement qui convoque, proroge, ajourne, dissout le corps législatif. Celui-ci ne peut publier qu'un résumé de ses séances établies par les secrétaires sous la surveillance du président. Quant au Sénat, il compte peu de membres, comme celui du consulat, environ 150 membres. Les sénateurs sont de droit, cardinaux, maréchaux, amiraux, ou nommés à vie par le président de la République. Comme le Sénat de Napoléon Ier, ce n'est pas une chambre haute chargée de discuter les lois, mais le conservateur de la Constitution. Il peut annuler les votes du corps législatif s'il les trouve inconstitutionnels, ou seulement contraires à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens, à l'inviolabilité des propriétés, à l'inamovibilité de la magistrature, etc. Il interprète ou complète la Constitution par des senatus consultes, règle la Constitution de l'Algérie et des colonies. Il reçoit et discute les pétitions, mais ces séances sont secrètes. Un préambule exposait les principes du régime. Ce sont ceux de la Révolution de 1789. Toutefois, il est bien spécifié que l'égalité est seulement civile.
Par contre, la supériorité des institutions administratives, judiciaires, financières, religieuses, créées sous le consulat et l'Empire, est reconnue. Il établit la responsabilité du chef de l'État devant le peuple seul, et fonde ainsi le régime plébiscitaire. Ce régime, de type consulaire, dura 1 an, et sa transformation en un second empire ne surprit personne et ne nécessita pas une profonde modification de la Constitution. Le Senatus Consulte du 7 novembre 1852 rétablissait la dignité impériale au profit de Louis-Napoléon Bonaparte, qui prenait le nom de Napoléon III. Il établissait les règles de succession dans la maison des Bonaparte, selon la Constitution de l'an 12. Le Senatus Consulte, soumis au plébiscite, fut approuvé le 21 novembre 1852, par plus de 7 millions de suffrages contre 250 000 non. Le Senatus Consulte du 7 novembre fut complété par 2 autres. Celui du 25 décembre 1852, qui précisa les règles de l'hérédité dans la famille Bonaparte. Il attribua aussi une indemnité de 2 500 francs par mois à tous les députés et étendit la dotation annuelle de 30 000 francs à tous les sénateurs. L'empereur était pourvu d'une liste civile de 25 millions. Après le mariage de l'empereur avec Eugénie de Montiraud, le 29 janvier 1853, et la naissance du prince impérial le 16 mai 1854, le Senatus Consulte du 27 mai 1857 fixa les règles de la régence. Le gouvernement de la France fut pendant 8 ans autoritaire, dans la mesure, tout au moins, où Napoléon III pouvait imposer sa volonté, mesure assez réduite à la vérité. Mais à partir de 1859, la majorité qui avait jusque-là soutenu Napoléon III se disloque. Le parti de l'ordre se désagrège. Les catholiques sont mécontents de la politique italienne de l'empereur, qui mène à l'unification de la péninsule et, par suite, à la disparition du pouvoir temporel du pape. Napoléon III est donc obligé de chercher un appui chez les libéraux, voire les républicains. L'empire libéral succède en 1860 à l'empire autoritaire. À la vérité, ce n'est pas un Senatus Consulte, mais le décret du 24 novembre 1860 qui modifia le régime. Il accordait au Sénat et au corps législatif le droit de discuter et de voter chaque année une adresse en réponse au discours du trône. Il établissait des ministres, sans portefeuille, chargés des relations avec les chambres. Il autorisait la publication au journal officiel du compte rendu des débats des 2 assemblées. Cette libéralisation du régime permit le développement des oppositions de droite et de gauche. Celles-ci se renforcèrent avec les échecs de la politique extérieure du gouvernement. La guerre du Mexique, la victoire de la Prusse sur l'Autriche en 1866 et la formation d'une puissante confédération en Allemagne du Nord. Sans oublier l'impasse en Italie avec la formation d'un royaume unifié, mais le maintien de la souveraineté temporelle du pape limité au Latium par la présence permanente à Rome des troupes françaises. Pressé par les revendications des catholiques, des libéraux et des républicains, Napoléon III dut faire de nouvelles concessions. Il procéda par étapes. Un Senatus Consulte en juillet 1866 autorisa le corps législatif à discuter les amendements, même lorsque ceux-ci auraient été repoussés par le Conseil d'État. La durée des sessions du corps législatif n'était plus limitée à 3 mois, par abrogation de l'article 41 de la Constitution du 14 janvier 1852. Une lettre de l'empereur, publiée 6 mois plus tard, dans le Moniteur du 20 janvier 1867, annonça de nouveaux changements dans un sens libéral. Je crois qu'il est possible de donner aux institutions de l'Empire tout le développement dont elles sont susceptibles, et aux libertés publiques, une extension nouvelle sans compromettre le pouvoir que la nation m'a confié. Des décrets supprimèrent l'adresse, établie en 1861, mais le droit d'interpellation était accordé aux députés. Les ministres, quels qu'ils soient, pourraient y répondre. Le Senatus Consulte du 14 mars 1867 élargit les pouvoirs du Sénat. Il avait le droit désormais non seulement d'annuler une loi comme inconstitutionnelle, mais il pouvait la renvoyer au corps législatif pour une 2e lecture à une autre session. Le Sénat était ainsi doté d'un veto suspensif d'1 an sur les lois votées par la Chambre. Ces réformes renforcèrent encore l'opposition. Aux élections législatives de mai 1869, qui furent très libres, réunit plus de 3 millions de voix contre 4 600 000 aux candidats du gouvernement. Elle obtenait la majorité dans les 2 plus grandes villes de France, Paris et Lyon. 30 députés républicains entraient à la Chambre, mais le tiers-parti dirigé par Émile Ollivier et qui demandait la transformation de l'Empire en un régime parlementaire avait la majorité. Pour continuer à gouverner,
Il fallait ou tenter un nouveau coup de force, ou suivre les revendications de la majorité. C'est cette voie que choisit Napoléon III. En septembre 1869, il publia un Senatus Consulte opérant de nouvelles modifications constitutionnelles. Le corps législatif recevait le droit d'élire son président et son bureau. Il obtenait l'initiative des lois, le droit d'interpellation, le droit de voter un ordre du jour, celui de voter le budget par chapitre, etc. Le Sénat devenait une assemblée législative. Ses séances étaient désormais publiques. Les ministres pouvaient être choisis dans les chambres et y avaient accès, ce qui a entraîné la disparition des ministres d'État. Les ministres délibéreraient à l'avenir en conseil, sous la présidence de l'empereur. Ils étaient déclarés responsables, mais seulement au point de vue pénal. Il ne manquait plus que la responsabilité devant les chambres pour que le régime parlementaire fût rétabli. Napoléon III franchit ce dernier pas pendant l'hiver 1869-1870. Le 2 janvier 1870, il chargea Émile Ollivier de former un ministère choisi exclusivement dans la majorité de la Chambre. Il fallait consacrer ce retour au régime parlementaire en le rendant officiellement responsable devant elle. Ce fut le but du Senatus Consulte constitutionnel du 20 avril 1870. Ce texte établit, en 45 articles, une constitution nouvelle, très différente de celle de 1852. Il substitue à un empire autoritaire un régime parlementaire, monarchique sans doute, mais qui pouvait facilement se transformer en république par la substitution d'un président élu à un empereur héréditaire. Le Sénat perd son pouvoir constituant. Il devient une chambre législative avec des pouvoirs analogues à ceux du corps législatif. Ses membres sont de droit, ou nommés à vie par l'empereur, et inamovibles. Le Conseil d'État prépare les projets de loi déposés par le gouvernement, mais les deux chambres peuvent présenter des propositions de loi. L'empereur gouverne avec le concours de ministres responsables devant les chambres. L'empereur conserve cependant des pouvoirs importants. Il peut déclarer la guerre, accorder une amnistie, faire un virement de crédit par décret, régler les circonscriptions électorales, etc. Il reste responsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel. Il conserve le pouvoir constituant et le partage non plus avec le Sénat, mais avec le peuple, auquel il soumet par plébiscite les projets de modification constitutionnelle. Pour commencer, tous les changements et additions à la Constitution de 1852 devaient être ratifiés par un plébiscite. Celui-ci eut lieu le 8 mai, au scrutin secret. Sur 11 millions d'inscrits, il y eut plus de 7 300 000 oui contre 1 500 000 non. Par ce choix démocratique, l'empire parlementaire paraissait consolidé pour longtemps. 4 mois à peine après le plébiscite, l'empire sombrait dans la terrible défaite de Sedan.